Guten Tag, bonjour et bonne année 2021. Bienvenue au premier webinaire de cette nouvelle année de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Demain, le 20 janvier, aura lieu investiture de la nouvelle administration américaine. Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis et va être investi à Washington aux côtés de Kamala Harris, vice-présidente. Une cérémonie d'investiture qui ne ressemblera à aucune autre, avec 20 000 soldats pour assurer la sécurité. Le président sortant sera absent et des performances musicales de Lady Gaga et Jennifer Lopez. Bon, l'Amérique unie, tel est le thème annoncé de cette cérémonie. Unir une population divisée est un des grands chantiers du futur président américain. Et quels sont les chantiers économiques et politiques? Qu'est-ce que l'Europe peut attendre de la nouvelle administration américaine? Quels seront les impacts économiques et politiques pour la France, l'Allemagne et l'Europe? C'est le thème de notre webinaire aujourd'hui. Nous allons assister à une discussion entre deux experts et ensuite, vous pouvez participer à la discussion. Dès maintenant et pendant le débat, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nos experts, ce sont Dominique Moisy, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, et Guy Mogis, président de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, à qui je donne la parole maintenant pour un mot de bienvenue. Monsieur Mogis. Merci Alexandra, bienvenue à tous et puis bonne année puisqu'on est encore dans la période qui permet de le faire. Donc, effectivement, c'est un des premiers webinaires que nous inaugurons sur un sujet d'actualité. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Moisy, qui est un des grands experts des équilibres géopolitiques du monde et qui va beaucoup nous aider à comprendre ou essayer de comprendre ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent, puisqu'on est à un tournant de notre histoire. Merci Dominique par avance. Et merci Monsieur Mogis. Vous êtes président de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie et jusqu'à 2015, vous étiez président de Bosch France. Actuellement, vous travaillez encore et encore pour un fonds d'investissement américain et vous êtes membre du conseil d'administration d'une société cotée aux États-Unis. Avec votre expérience dans le business européen et américain, vous pouvez nous aider à mieux comprendre les enjeux économiques que nous évoquerons aujourd'hui. Et bonjour, Monsieur Moisy. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence aujourd'hui. Vous êtes politologue, géopoliticien, conseiller spécial à l'Institut Montaigne depuis 2016 et vous avez enseigné dans les universités comme Harvard, le Collège d'Europe, King's College, Sciences Po, ENA et vous écrivez pour de nombreux quotidiens français, américains, allemands et vous êtes régulièrement invité à décrypter la situation politique des États-Unis. Donc, j'assume que vous êtes très occupé en ce moment. Alors, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Pour commencer le débat, Monsieur Moisy, pendant la présidence de Donald Trump, les relations se sont beaucoup tendues entre l'Europe et les États-Unis, surtout sur les questions commerciales. Avec la victoire de Joe Biden, le soulagement et la volonté de tourner la page sont évidents chez les Européens. Mais tout sera-t-il vraiment plus facile dans la relation transatlantique sans Trump? Le bilan des 4 ans de présidence de Trump n'est pas uniquement négatif. Et aux États-Unis, plus que 70 millions d'Américains ont voté pour lui. Quel est votre bilan des 4 ans d'administration de Trump? Je crois que dans le détail, on peut objectivement noter des points positifs dans les 4 années que nous venons de vivre. Donald Trump a éveillé l'Amérique à la nécessité de faire face à la Chine, à son agressivité commerciale, à sa tentation de ne pas respecter des règles équitables. Sur le Moyen-Orient,
les accords dits d'Abraham sont une bonne surprise. Il n'a pas joué les règles du jeu, il a ignoré toutes les leçons de prudence de ses prédécesseurs et en réalité, il a marqué des points. Il y a un nouvel équilibre, un nouveau rapport de force qui s'est bâti au Moyen-Orient. On peut penser que sans le Covid, le président américain aurait peut-être été réélu. Et les chiffres que vous avez donnés le montrent. En fait, la victoire de Biden a été totale. Il a maintenant la majorité au Sénat comme à la Chambre des représentants, mais elle a été de justesse. Ça a dépendu de quelques dizaines de milliers d'électeurs dans des États clés. Alors, au-delà de ces détails, mon sentiment personnel est que le 45e président des États-Unis a été le pire président de l'histoire des États-Unis. Si on aime l'Amérique, si on a une certaine image en soi de ce qu'a été ou de ce que devrait être l'Amérique, il a été le plus grand danger, la plus grande menace à la démocratie américaine. Je crois que il y a 4 ans, on a tout à fait sous-estimé les possibilités de destruction morale, politique qu'allait introduire Donald Trump dans l'histoire américaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et je crois que c'est le point de départ, le président Biden a une tâche gigantesque qui ne peut être comparée qu'à celle de Franklin Delano Roosevelt lorsqu'il accède à la présidence en pleine crise économique et sociale en 1932. Joe Biden doit réconcilier les Américains avec eux-mêmes. Et les Européens doivent se rendre compte que l'objectif affiché de Biden de réconcilier l'Amérique avec le monde est sans doute très secondaire dans ses priorités à celui de réconcilier l'Amérique avec elle-même. Donc je crois que c'est une réflexion que nous devons intégrer en tant qu'Européens. C'est une chance, mais il faut être conscient aussi du fait que nous ne sommes pas la priorité de Biden. Nous ne sommes même pas sa priorité sur le plan international. Il est clair que les relations avec l'Asie, la relation difficile avec la Russie sont des priorités internationales après la priorité intérieure que je viens de décrire, réconcilier l'Amérique avec elle-même. Oui, merci beaucoup, Monsieur Moisy. Réconcilier l'Amérique, oui, une grande tâche. Et le pire président des États-Unis. Waouh, oui, c'est vrai, mais il a marqué les points, comme vous avez dit, victoire de justesse quand même. Monsieur Mogis, comment voyez-vous le bilan des 4 ans de Trump? Alors, je partage l'idée qui est assez européenne et française de voir en Trump une catastrophe. Et c'est vrai que les événements des dernières semaines, enfin, je veux dire, la prise du Capitole est quelque chose qui va marquer et qui peut-être va d'ailleurs aider Biden pour faire prendre conscience à une partie des 70 millions d'électeurs de Trump que là, on est allé trop loin. Et on a créé quelque chose. Par contre, dans le bilan, et indépendamment de ce que l'on pense de l'homme, un certain nombre de choses ont changé et je crois de façon irréversible au cours de ces 4 années.
à cause de Trump ou à cause des événements planétaires, et je pense notamment à la montée de la Chine et la désignation par Trump de la Chine comme un ennemi, ce qui vient positionner l'Europe quelque part entre les deux, notamment sur le plan économique. Donc, moi, mon interrogation, c'est comment cet équilibre de force qui jusqu'à maintenant ignorait un peu la Chine sur le plan économique et surtout politique, va bouger dans les années qui viennent. Et qu'est-ce que l'Europe, et quand on parle d'Europe, c'est plus la France et l'Allemagne, comment le couple franco-allemand peut se positionner vis-à-vis de l'administration Biden pour que l'Europe reprenne un rôle au milieu de ces deux masses qui risquent de nous anéantir si on n'y prend pas garde au travers d'une guerre stérile de taxes ou de protectionnisme, comme on commence à le voir actuellement. Vous avez évoqué la Chine. Si je peux rebondir là-dessus, depuis 2018, les États-Unis et la Chine élèvent des taxes douanières sur certains produits stratégiques. Que doit-on attendre des relations commerciales ou politiques entre les États-Unis et la Chine sous la nouvelle administration, hein? L'Allemagne et la France en particulier sont les plus grands et les plus puissants opposants à une position plus dure à l'égard de la Chine, car c'est un pays, un partenaire commercial important pour la France et pour l'Allemagne. Alors, dans quelle mesure les Européens sont-ils prêts à s'engager réellement dans la construction de l'ordre mondial au-delà de l'Union européenne et pour désigner des nouvelles relations entre les États-Unis et la Chine? Monsieur Moisy, comment voyez-vous les choses? Alors, je crois que vous avez tout à fait raison. La relation avec la Chine va être, pour nous, Européens, une des questions essentielles, sinon la question. Et je crois qu'il y a plusieurs écueils à éviter. Le premier, c'est, me semble-t-il, de considérer que l'Europe doit se trouver équidistante de la Chine et des États-Unis, qu'elle ne peut pas choisir entre Pékin et Washington. Je crois que l'idée exprimée par le président de la République, Emmanuel Macron, que le plus grand danger pour l'Europe, c'est d'éviter le duopole entre Pékin et Washington, est une idée potentiellement dangereuse, car elle place exactement dans le même panier l'Amérique de Biden et la Chine de Xi Jinping. Or, nous ne sommes pas équidistants des deux. Sur un plan politique, sur un plan des valeurs, il est évident aujourd'hui que nous sommes beaucoup plus proches de Washington, incarné par Joe Biden, que nous ne le sommes de Xi Jinping. Il y a une menace réelle qui n'est pas du tout de la même nature que la menace soviétique au temps de la guerre froide, mais qui est quand même une menace très réelle. Il y a un durcissement des positions chinoises. On le voit à Hong Kong, on le voit sur la question de Taïwan, on le voit en réalité dans toutes les questions stratégiques et économiques. La Chine a décidé que son heure était revenue, qu'elle n'était plus la première puissance mondiale depuis la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, il était temps qu'elle le redevienne. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, pour les Européens, que nous devons nous allier dans une croisade contre la Chine. Il est évident que nous avons des intérêts commerciaux profonds, étroits, à continuer à négocier, à échanger, à dialoguer avec Beijing. Mais nous ne pouvons pas, et ça c'est un point qui me paraît essentiel, les placer sur le même plan, au même niveau. Et il me semble, pardon d'être un peu long,
qu'il y a sur ce plan des nuances très intéressantes entre la Chine et la France. La Chine a un dialogue commercial avec, l'Allemagne a un dialogue commercial avec la Chine infiniment plus développé, plus intense, plus étroit que ce n'est le cas de la France. Et elle a des réserves à l'égard d'une politique commerciale trop dure menée par l'Amérique et que l'Amérique imposerait à ses alliés européens. À l'inverse, l'Allemagne n'est pas, entre guillemets, jalouse de l'Amérique. Elle ne considère pas dans sa diplomatie, comme peut le faire une partie du Quai d'Orsay, que la pire Amérique, celle de Trump, est la meilleure Amérique, parce que c'est celle dont on peut se dissocier le plus fortement pour essayer de réintroduire une vision plus nationaliste, certains diraient gaulliste, de la politique étrangère, loin des superpuissances que sont aujourd'hui la Chine et les États-Unis. Et donc, il faut trouver un compromis entre Paris et Berlin qui ne peut se faire que si l'Europe avance, propose, en particulier dans les domaines récents, des innovations. Alors, il y a le projet de Thierry Breton de créer une industrie sidérurgique pour le 21e siècle et entrer en compétition avec l'Asie et les États-Unis sur ce point. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que les montants mis en avant sont raisonnables? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je crois qu'effectivement, il faut plus d'Europe face à la Chine et aux États-Unis, mais il faut une Europe qui soit consciente aussi de ces enjeux politiques et éthiques. Nous ne sommes pas équidistants de Pékin et de Washington. Alors, une Europe plus forte, plus innovative, plus unie aussi. Hein? Bien sûr. Oui. Et comme vous dites, l'Europe est idéologiquement plus proche de Washington. Sauf que commercialement, comme M. Mougis a aussi dit, la Chine détrône et a déjà détrôné comme partenaire commercial Allemagne et France. Monsieur Mougis, comment voyez-vous les choses? Non, mais je partage l'analyse de Dominique Moisy. La question, je ne pense pas que nous ayons la réponse, c'est qu'est-ce qui va l'emporter dans les années qui viennent? Est-ce que ça va être une réelle politique basée sur l'économie dans lequel les échanges économiques entre Allemagne et Chine domineront une version quelquefois un petit peu idéaliste de la diplomatie française sur les droits de l'homme et sur une vision de la démocratie américaine. Bon, il est évident que sur le plan de l'éthique, on ne peut être que de ce côté, que de se tourner vers les États-Unis. On a aussi toute notre histoire et également tous les, je dirais, les échanges et les intérêts croisés que nous avons dans le domaine de la défense, il ne faut pas l'oublier. Mais enfin, je dirais que quand on voit qu'au cours des dernières années, c'est plus l'économie qui l'a emporté sur la politique que l'inverse, je me pose quand même un certain nombre de questions. Je ne peux que le regretter, mais je peux malheureusement aussi le constater. L'économie aussi environnement. Je souhaite rebondir sur le bilan de Trump et Marc a demandé un point. Mais avant, je invite encore une fois les participants qui nous écoutent que vous pouvez poser des questions dans le chat pour que dans 20 minutes, on continue la discussion avec vous. Mais maintenant, encore une question sur un point du bilan de Trump. Une de ses actions était de sortir de l'accord de Paris. Alors, Joe Biden
quand même, les questions environnementales sont très importantes et d'ailleurs, il a reçu d'importants dons de campagne et des mouvements écologistes. Alors, s'engagera-t-il également à nouveau en faveur de l'accord de Paris sur la protection du climat et donc à une politique neutre sur le plan climatique d'ici 2050? Monsieur Moisy, comment le voyez-vous? Je crois que dès demain, Joe Biden va s'engager à revenir dans les accords de Paris. Et de même qu'on a sous-estimé en 2017 la profondeur du changement qu'allait introduire Donald Trump, je pense qu'aujourd'hui, on a tendance en Europe à sous-estimer l'impact de l'arrivée de Joe Biden aux affaires. Vous avez en plus autour de Joe Biden une équipe d'une très grande compétence, d'une très grande familiarité, d'un très grand engagement personnel pour chacun des futurs ministres à l'égard des dossiers dont ils sont chargés. Soudain, au moins dans un premier temps, l'Europe se dira mais c'est incroyable, comment pouvons-nous si vite retrouver cette Amérique que nous avions connue dans le temps? Et je pense que cette sous-estimation du changement ne doit pas s'accompagner d'une surestimation du changement, car entre 2017 et 2021, le monde a profondément changé, l'Amérique a profondément changé, et les enjeux sont devenus infiniment plus dramatiques. Biden ne peut que s'engager à fond dans les accords de Paris quand on voit chaque année les conséquences du réchauffement climatique sur l'Amérique elle-même. Regardez les incendies terrifiants qui se produisent tous les étés en Californie. Donc je crois qu'on a cette dimension, de mon point de vue, très positive. Soudain, l'Amérique, après avoir été le pire élève de la classe, veut se présenter comme un des meilleurs élèves de la classe. Et il y aura, sur le plan européen, cette question très intéressante. On va avoir une compétition pour être le meilleur élève sur le plan écologique entre Beijing, Pékin et Washington. Ce qui pousse les Européens à mettre vraiment leurs promesses en action. On ne peut plus dire nous sommes la norme, nous sommes le modèle, parce qu'aujourd'hui, tant en Asie que aux États-Unis, il y aura deux modèles qui voudront dire mais on n'a pas attendu l'Europe, c'est vous qui êtes en retard ou qui pouvez être en retard. Donc je crois qu'on sera poussé là encore à plus d'unité et plus de mouvement sur le plan écologique par la compétition qui est en train de s'introduire entre Washington et Beijing. Ça, c'est très bien, ça donne l'espoir. La compétition, qui sera le meilleur élève au niveau environnemental? Monsieur Mougis, voyez-vous les choses pareilles? J'espère pouvoir partager cette vision. Je pense qu'en tout cas, c'est celle de Biden et de son équipe, comme vous l'avez dit. On voit les engagements de Biden, même dans le passé, sur une vision d'un monde sans pétrole, qui lui a valu d'ailleurs quelques inimitiés au Texas ou ailleurs, est très clair. Après, est-ce qu'il sera capable de le mettre en place face à une population dont une petite moitié est climato-sceptique et ne croit absolument pas que les incendies de la Californie ou les inondations sont dues au réchauffement climatique ou sont simplement un hasard de l'histoire. Et je ne suis pas sûr que l'Américain de base du Wisconsin est prêt à laisser son pick-up, son Ford pick-up de 3 tonnes contre une Tesla demain matin. Donc, il faut aussi convaincre la population pour ces questions.
dire de façon mineure, on l'a vu aussi en France avec les Gilets jaunes, dont une partie du mouvement a été due à des discours sur le diesel et sur l'augmentation des taxes environnementales. Donc la partie va être compliquée, à mon avis. Il faut convaincre la population, l'économie, et Monsieur Mougis, on peut aussi convaincre Tesla de construire des pick-up électriques. Ouais, bah, ils ont commencé à le faire, mais il y a quand même quelques limites. Il y a quand même quelques limites technologiques bon, et d'autres problèmes, notamment sur le réseau de charge électrique aux États-Unis. Enfin, ça, c'est des détails. Non, mon souci aussi, mais là, je serais intéressé d'avoir votre vision, c'est sur la politique de taxes qui a été mise en place par Trump. Bon, notamment, on a vu toutes les taxes sur l'acier, sur l'aluminium, sur les composants euh, qui, qui fonctionnent encore, hein, plus toutes les taxes qui ont été mises en place aussi récemment. On le sait, alors en France, on y est particulièrement sensible sur l'alcool, mais disons une stratégie qui a été de punir la politique par des taxes ciblées là où ça fait le plus mal, ce que l'Europe a fait aussi vis-à-vis des États-Unis, mais qui est quand même une spirale un peu dangereuse. Et là, pour moi, ce n'est pas très clair pour si Joe Biden a une vision du même ordre que celle de Trump sur le protectionnisme et l'utilisation de la taxe comme un outil économique. Alors, je crois que la question que vous posez est absolument centrale. C'est la question. Et si on l'élargit, c'est la question de savoir si on peut sortir des politiques introduites par Trump. Et ça joue à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut détricoter ce qui a été mis en place? Et je crois que la réponse, elle est normande, puisque je parle de Normandie, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est-à-dire qu'il y a, me semble-t-il, la moitié des mesures mises en avant par Trump qui peuvent être détricotées par l'administration Biden. Il y a une autre moitié qui est infiniment plus difficile à remettre en cause. Alors, dans mon domaine, c'est évident que sur la politique étrangère, Biden n'aurait pas déplacé sans accord plus global le siège de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Il ne peut pas la replacer à Tel Aviv. Si on revient à la question des taxes, parce que ces comparaisons me paraissent importantes, il me semble que Biden peut tout à fait faire disparaître les taxes sur les vins français, sur les fromages. Les enjeux sont considérables, bien entendu, pour les producteurs français, mais il n'y a pas un lobby suffisamment important aux États-Unis de producteurs de vins californiens pour dire ces taxes, elles doivent être maintenues en permanence. Et ce n'est pas, me semble-t-il, un enjeu symbolique ou politique. On a bien vu pendant la deuxième guerre d'Irak, rappelez-vous, en 2003, des Américains qui jetaient des bouteilles de Beaujolais devant le consulat de France à New York, qui débaptisaient les French fries en Freedom Fries. Donc je crois qu'il faut distinguer entre ce qui est du folklore, entre guillemets, et qui se situe dans un combat politique en termes d'image, et des intérêts beaucoup plus lourds qui sont beaucoup plus difficiles. Donc je dirais que la réalité va être entre les deux. Il y aura 50% des choses qui peuvent être rétablies,
et 50% qui sont plus difficiles à réenvisager et qui supposent vraiment le retour de la confiance, le retour du dialogue et l'idée de part et d'autre qu'on a intérêt à dépasser tout cela parce que à l'heure du Covid-19, le protectionnisme n'a tout simplement pas de sens. On se protège ensemble ou on meurt ensemble. C'est la logique des vaccins. Ouais, ça c'est vrai qu'il faut passer d'un niveau de négociation un peu de cours de récréation tel que Trump l'a mis en place. Ceci dit, je ne suis pas sûr que l'Europe soit prête à abandonner les taxes GAFA, qui là est un point extrêmement sensible vis-à-vis de la communauté américaine, et que la tentation de garder cette taxe sur les fromages qui est totalement marginale, mais qui peut gêner politiquement tel ou tel pays, enfin la tentation de les conserver est grande. Donc on verra si l'administration Biden fera preuve, ce que je vais appeler de maturité dans cette affaire, ou continuera à tordre le bras de façon un petit peu unfair, comme Trump le savait le faire en utilisant le rapport de force de façon outrancière. Bien sûr. Non, non, c'est une question essentielle. Et la question que vous avez posée, celle de nos relations avec les GAFA, est encore plus importante. Après l'interdiction faite par Twitter et Facebook au compte de Donald Trump. Ils se sont comportés comme un pouvoir sans contrôle. Alors, ils se présentaient au nom du bien et on a vu brutalement la capacité d'audience de Donald Trump chuter de manière rapide, astronomique. Et donc, c'était pour le bien, mais en dehors de tout contrôle légal. Et donc, c'est un danger massif pour la démocratie. Ouais, mais ça, c'est aussi pour moi un des événements majeurs de ces 4 ans de Trump, à cause de la montée en puissance des réseaux sociaux ou à cause de l'utilisation des réseaux sociaux par Trump. Donc là, on peut se poser la question de savoir où est la poule, où est l'œuf. Mais ça a mis quand même en lumière cette puissance absolument majeure d'objets sans contrôle. Tout à fait. Et ça, c'est une question pour nos démocraties qui est centrale. On retrouve la formule de Saint-Just appliquée au temps moderne. Qu'est-ce que signifie pas de liberté pour les ennemis de la liberté au temps du GAFA? Est-ce qu'on ne se rapproche pas du monde de Orwell à très grande vitesse? C'est ça. Et malheureusement, je ne sais pas trop ce que Joe Biden va pouvoir faire sur le sujet. En tout cas, ça mériterait un dialogue important entre l'Europe et les États-Unis sur cette question. Pour revenir aux politiques commerciales protectionnistes de Donald Trump que vous avez évoquées, le programme électoral des démocrates énumère aussi des mesures ultra-protectionnistes telles que les règles Buy American et le rejet d'une délocalisation de la production. Et il est vrai que le déficit commercial américain avec l'Union européenne n'a cessé d'accentuer. Si on regarde en 2019, c'était 151 milliards d'euros et en 2010, c'était seulement 60 milliards. Et comme ça, le gouvernement américain a dégagné des surtaxes. Monsieur Mogis, vous avez parlé des effets sur l'économie française, mais l'allemande, elle est aussi menacée. Bien sûr. Vous pouvez l'évoquer un peu, les effets sur l'Allemagne? Un des effets, c'est des taxes, enfin on l'oublie un peu, mais c'est 25% de droits d'entrée aux États-Unis pour tous les produits métallurgiques. C'est quand même des sommes colossales. Ça a évidemment bloqué un certain nombre d'exportations de matières premières et de pièces finies vers les États-Unis, bon, qui malheureusement pour les Américains n'ont pas réellement eu d'effet sur la création d'emplois là-bas, contrairement à ce qu'ils pouvaient penser.
Et je crois que ça, c'était une des grandes faiblesses de Trump et de son administration, c'est de comprendre les effets en cascade dans les chaînes d'approvisionnement, que le fait de priver, par exemple, l'Amérique de ressources en aluminium pas chères depuis le Canada, c'était se tirer une balle dans le pied pour toutes les industries qui en consommaient. Bon, par contre, comment est-ce que ça va évoluer, c'est encore une question. Et là, il y a certains lobbies, notamment les lobbies de l'automobile, qui sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire, favorables à la levée de ces taxes, qui agissent à Washington. J'avoue que je ne sais pas dans quelle mesure l'administration Biden est sensible à ces sirènes par rapport à Trump, qui était plus, je dirais, plus proche des milieux d'affaires malgré tout, mais qui ne comprenait rien à l'industrie, qui comprenait peut-être le business de l'immobilier, ça reste encore à démontrer, mais qui en tout cas comprenait rien à l'industrie, qui n'avait toujours pas compris que BMW produisait ses X5 aux États-Unis et qu'elle n'était pas importée d'Europe. Non, ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement, le Parti démocrate est plus protectionniste que le Parti républicain. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, cette tradition, alors que toutes les cartes ont été si profondément remuées et où encore les Trumpistes contrôlent une partie du Parti républicain. Donc, je crois que c'est une énorme interrogation. On ne sait pas trop comment les choses vont se passer. Alors, il y a est-ce que l'environnement du cabinet de Biden jouera un rôle important? Nous avons, et je crois que c'est un élément pour nous d'espoir, vraiment une équipe qui, sur le papier, est une dream team à tous les niveaux. Ce sont des professionnels, des gens d'une grande expérience, d'une grande compétence et qui connaissent parfaitement l'Europe. Je veux dire, dans mon domaine, la politique étrangère, Anthony Blinken parle le français. Bill Burns, le nouveau directeur de la CIA, est un des diplomates américains les plus respectés dans le monde et tout particulièrement en Europe. Donc, nous avons des gens de très grande qualité. C'est quand même une source d'espoir. Un message d'espoir, un dream team très compétent, très proche de la France, de l'Europe. Avec ce message, je vais conclure ce débat animé par moi et je vais donner la parole au public qui peut poser des questions. Et c'est Mariam Zad, ma collègue de la Chambre franco-allemande, qui va poser des questions. Mariam, quelles questions le public pose à Monsieur Moisy et Monsieur Mougis? Oui, bonjour. Alors, on a une première question de Bernard Metzler qui demande: est-ce que vous pensez que l'Europe serait plus prête à accepter une fusion du type Siemens-Alstom? Et il complète en disant que ce serait un signal vis-à-vis de la Chine. Vous pouvez commenter? Qui répond? Ça, c'est pour Monsieur Bougiste. Ah, c'est vous, bon. là. Moi, ma réponse serait oui aujourd'hui, et c'est peut-être une des vertus des années qui ont passé. Alors, je ne veux pas dire que c'est une des vertus de Trump, mais de faire prendre conscience, et notamment la nouvelle administration européenne sous la direction de van der Leyen et puis de Thierry Breton, est certainement beaucoup plus encline à créer ce qu'on appelle des champions européens, whatever it means, qu'elle ne l'était il y a quelques années. Et je pense que l'impact de la brutalité de Trump dans les affaires a montré qu'une certaine idéologie consumériste qui était un peu dominante à Bruxelles avait un certain nombre de risques. Il me semble qu'il y a eu un article récent de Thierry Breton disant il est temps que l'Europe se réveille et se protège. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un dossier qui pourrait passer. Pas certain, hein, mais plus qu'avant en tout cas. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, Dominique. Alors, je suis beaucoup moins compétent que vous en la matière.
Donc j'ai tendance à vous faire confiance. Je rappellerai simplement que sur un plan symbolique, les prises de position récentes de Bruno Le Maire, lorsque le groupe Carrefour a été l'objet d'une, entre guillemets, attaque d'un concurrent canadien, Couche-Tard, a été d'une grande clarté, mais ne va pas nécessairement dans la direction que vous avez indiquée. Donc je crois qu'il faut distinguer, bien entendu, les deux cas sont très différents, mais l'histoire de Carrefour montre qu'il y a quand même une forme de nationalisme économique qui est encore très très présente dans la pensée française et dans la pensée de Bruno Le Maire en particulier. Oui, sachant que les milieux d'affaires n'ont pas vraiment compris cette attitude, à un moment où on réunit à Versailles 50 dirigeants de multinationales pour leur dire venez investir chez nous. Voilà. Alors, ça, je pense que c'est une histoire qui n'est pas encore terminée. Non, non. Mais je crois que personne n'a compris. Enfin, mais pas acheter les biens. Mais qui incite je ne dirais pas au doute, mais à la prudence. Voilà. Exactement. Mais c'est en tout cas un très mauvais signal pour les entreprises étrangères en France. Bien sûr. Merci beaucoup. Mariam, est-ce qu'il y a une nouvelle question? Une autre question qui pourrait du coup s'appliquer à vous deux, Monsieur Mozy et Monsieur Mogis. Donc la Chine est devenue, donc est une puissance industrielle et économique, mais c'est aussi une des plus grandes puissances militaires, si ce n'est la première. En sachant cela, faut-il avoir peur de la Chine? Bon, je vais commencer. Allez-y, oui. Je vais commencer à répondre. Je ne crois pas qu'on puisse dire dès aujourd'hui que la Chine est la première puissance militaire mondiale. Elle se donne les moyens de le devenir. Elle ne l'est pas encore. Alors, moyennant quoi faut-il avoir peur de la Chine? Ma réponse est plutôt il faut avoir peur d'une certaine dérive impérialiste, ultranationaliste chinoise. Il y a une génération qui arrive au pouvoir avec Xi Jinping de jeunes diplomates qui s'appellent eux-mêmes les loups de guerre, à partir d'un film-série chinois à la gloire de la Chine impériale, qui apparaissent impatientes. Pendant très longtemps, je me suis refusé à comparer la Chine à l'Allemagne de l'avant-première guerre mondiale. Il y avait, lors du Forum économique mondial de Davos en 2000, un de mes amis chinois qui me disait je ne comprends pas, on vient de me commander au plus haut niveau une étude sur la diplomatie allemande entre 1871 et 1914. Toi qui es un spécialiste européen des questions diplomatiques, comment tu interprètes cette commande? J'ai dit mais c'est évident, il y a le modèle Bismarck qui est plus on est fort, moins on doit montrer sa force, donc garder un profil bas. C'est la politique de Deng Xiaoping, et puis il y a la politique de Guillaume II, qui chasse d'ailleurs Bismarck quand il arrive au pouvoir, qui consiste à dire attention, maintenant je suis une très grande puissance, et vous devez me respecter, vous devez me reconnaître comme le numéro un. Cette politique a mené, bien entendu, directement à la Première Guerre mondiale. Alors, on n'en est pas là, mais il est évident que les routes de la soie ne sont pas un projet exclusivement économique ou même principalement économique. C'est un projet géopolitique.
stratégique qui consiste à agrandir, approfondir l'influence de la Chine dans le monde. Donc je crois avoir peur de la Chine, non. Ne pas être conscient des ambitions chinoises et de la nouvelle nature de la politique menée par la Chine, ça me paraîtrait très dangereux. Regardez ce qui se passe à Hong Kong, regardez à quel point la Chine est devenue incroyablement susceptible, et plus encore aujourd'hui, sur la question de Taïwan. La Chine qui s'inspire de la politique de Bismarck, qui a d'ailleurs fondé la première chambre de commerce et d'industrie à l'étranger. Alors, je me sens totalement incompétent sur les questions militaires. Par contre, alors je ne sais pas s'il faut en avoir peur ou non, mais ce qui est très clair, c'est qu'on voit une montée en puissance de la Chine sur le plan économique, mais surtout sur le plan des technologies, et qu'on est en train, sur beaucoup de secteurs clés, notamment de l'intelligence artificielle, de se faire dominer compte tenu de la puissance du nombre d'ingénieurs qui travaillent beaucoup, de brevets déposés. Et j'ai peur que l'on ait raté la révolution de l'Internet, on va dire 2.0, ce sont les GAFA qui ont ramassé toute la mise, et que la prochaine révolution de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle, ce soit la Chine qui récupère la donne. Et sur Taïwan, je suis d'accord sur la sensibilité. Ce qu'on oublie peut-être, c'est que Taïwan est le lieu de technologies sur les semi-conducteurs qui sont, je dirais, le pétrole du XXIe siècle, peut-être plus que les données, et qu'aujourd'hui Taïwan a une avance technologique vis-à-vis de la Chine qui est pratiquement irrattrapable. Et que faire main basse sur Taïwan, c'est aussi une manière d'assurer sa suprématie mondiale sur les semi-conducteurs, donc sur tous les secteurs de l'économie connectée. C'est un des enjeux. Tout à fait. Si je peux prolonger votre propos, Guy, je ne connais rien à ce domaine, mais l'Institut Montaigne vient de publier il y a quelques jours une étude qui me paraît essentielle, incontournable, sur les semi-conducteurs. Et une des conclusions de cette étude, c'est qu'il y a une illusion chinoise qu'elle peut réussir toute seule dans le domaine des semi-conducteurs face au monde. Et elle a besoin des autres, elle a besoin en particulier de Taïwan, et c'est un risque supplémentaire que vous venez de souligner. J'ignorais cette étude, merci de nous la signaler. Ce sera une lecture de week-end certainement passionnante. Merci beaucoup pour cette question, les propos. Mariam, est-ce que tu as une autre question pour M. Moisy et M. Mougis? Oui, j'ai une autre question d'un autre auditeur. Alors, une question rapide sur l'imminent accord d'investissement entre l'Union européenne et la Chine. Que pensez-vous sur son importance réelle sur la géopolitique internationale vis-à-vis des États-Unis sous l'administration Biden? Dominique, ça c'est pour vous. Alors, je dirais que le signal donné à l'Amérique à la veille de l'arrivée de Biden au pouvoir n'est pas nécessairement très positif. Il consiste de la part des Européens à dire, vous savez, je préserve mes cartes, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi j'ai besoin de la Chine, et de manière unilatérale, je conclus des accords. Alors, est-ce que sur le fond, c'est aussi important que cela? Je ne sais pas. Je distinguerais intuitivement, car je ne sais pas dans mon domaine de compétences, entre la forme qui est malheureuse et le fond qui n'est peut-être pas aussi dramatique que cela. Voilà un peu mais Guy, vous avez, je crois,
sur le plan économique, qui est quand même essentiel dans cette affaire, un jugement plus fondé que ne peut l'être le mien. Ouais, écoutez, alors malheureusement, je n'ai pas encore lu cet accord, donc j'avoue, je n'ai pas, enfin, je peux malheureusement pas vous donner mon sentiment sur ses conséquences réelles. Alors c'est vrai qu'on a été, enfin, j'ai été un peu surpris de lire cette signature à un moment qui tactiquement est quand même assez malheureux. assez malheureux. Ceci étant, c'est probablement l'aboutissement de 10 ans de discussions approfondies et qui tombent maintenant, et les négociateurs ont sans doute voulu signer avant de tout recommencer. Après, quelles sont les conséquences pratico-pratiques? J'avoue qu'il est un peu tôt pour que je puisse vous donner une opinion, hein, mais c'est vrai que politiquement, c'est pas un bon signe. Ça aurait été un bon signe, et c'était probablement ce qui était prévu, si ça avait été signé il y a 18 mois en pleine administration Trump. Voilà. C'est souvent des négociations longues et difficiles. Tout à fait, tout à fait. Surtout une surprise à la fin de la présidence de l'Allemagne au Conseil de l'Union européenne. Oui, mais enfin, bon, c'est là où ça rejoint la question dont on débattait plus tôt, réel politique et bon, la diplomatie allemande vis-à-vis de la Chine, qui est quand même assez souvent dirigée par l'économie plus que par les bons sentiments, si je peux être un peu critique. Non, mais si je peux introduire une expérience personnelle, il y a quelques années, à l'invitation d'une fondation allemande que je connais bien, la fondation Korbert, j'ai été invité à accompagner Angela Merkel dans un voyage officiel en Chine. Et ce voyage précédait de quelques jours la venue de François Hollande à Pékin. Et la différence de traitement entre la chancelière allemande et le président français était quand même considérable et tenait au fait que la chancelière allemande allait au moins 2 fois par an en Chine, avait noué des relations étroites avec les dirigeants chinois, considérait que c'était essentiel pour elle. Le président français est arrivé pour la première fois à passer moins de 48 heures à Pékin et est reparti. Et les diplomates français à qui je confiais mes impressions de la réception d'Angela Merkel par les dirigeants chinois me montraient à quel point ils n'étaient pas dans la même catégorie. Mouti n'était pas seulement la chancelière d'Allemagne, elle était la représentante de l'Europe. Le président français n'était que le président de la France. Et en particulier à ce moment-là, l'image de Angela Merkel était gigantesque, incomparable. Et donc voilà, je crois que c'est quand on parle du franco-allemand face à la Chine, il y a quand même ces données un peu psychologiques, mais qui tiennent aux priorités données par les uns et par les autres. Les Chinois, comme tous les Asiatiques, jouent le temps, la confiance. La confiance, ça se gagne progressivement sur des décennies et ça se perd en 30 secondes. Et il ne faut pas oublier non plus l'énorme présence industrielle des entreprises allemandes de leurs filiales en Chine. Donc, bien sûr. On n'est pas dans la même catégorie. Il y a un écart assez fantastique. Bien sûr. Sur le plan industriel. On reste sympathique pour nos grandes marques de luxe, mais pour l'industrie, ça reste quand même les Volkswagen et autres Mercedes et BMW qui dominent là-bas. Bien sûr. En contrepartie, pour revenir à notre ami Trump, il a donné toujours plus d'attention à Macron qu'à Merkel, si on se souvient. Oui, mais parce que, mais en réalité, j'ai un souvenir très précis de cela.
Macron a cru qu'il pourrait charmer Trump et le faire changer de politique, en particulier sur la question de l'Iran. Eh bien, en dépit d'une réception à Versailles, en dépit de sa présence sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet, en dépit de tout ce que vous voulez, la position des États-Unis à l'égard de la France n'a pas varié d'un iota sur cette question. Et Angela Merkel n'a pas obtenu plus, mais n'a pas obtenu moins de Donald Trump en restant droite dans ses bottes, aurait dit Alain Juppé, et en ne faisant aucune concession au président américain. Monsieur Moisy, Monsieur Mogis, merci beaucoup pour ce débat très intéressant. On s'approche à la fin. Mais maintenant, je vous demande, quel est votre souhait pour la future relation franco-allemand-américaine que vous avez? Monsieur Moisy. Alors, je pense que la France et l'Allemagne, surtout après le départ de la Grande-Bretagne et le Brexit, n'ont pas d'autre alternative que d'être les plus proches possibles. Il y a une exigence d'unité, mais cette exigence d'unité inclut, de mon point de vue, une position commune vis-à-vis de Washington. On ne saurait se disputer sur quelle position adopter par rapport à Washington à l'heure de Xi Jinping, du Brexit, de Poutine et de la pandémie. Une position commune franco-allemande européenne et peut-être aussi souveraineté. Merci beaucoup, Monsieur Moisy. Monsieur Mogis, quel est votre espoir ou de l'attente pour la future relation franco-allemande, européenne, américaine? Je vais partager à 110% ce que vient de dire Dominique Moisy. Les équilibres ont bougé, ils vont continuer à bouger, et ce n'est qu'en parlant avec une voix unie et forte avec les États-Unis que l'Europe peut effectivement faire face aux menaces que vous avez citées, la Chine bien sûr. Il ne faut pas oublier non plus la montée de l'islamisme radical en Afrique, qui est une autre menace, même si elle est plus lointaine, sans parler de la pandémie. Mais c'est vrai que si on a des positions différentes ou divergentes entre la France et l'Allemagne face aux États-Unis, ce sera très très difficile. Il faut qu'on apprenne à faire ce que font très bien les Allemands, c'est-à-dire se mettre d'accord dans une pièce, le sang coule au sol, mais une fois qu'on est sorti, tout le monde parle d'une seule voix. C'est ce qui fait la force de la négociation à l'allemande. J'espère que le gouvernement français et que nos politiques français apprendront à se comporter de la même façon et qu'on puisse parler d'une voix unique, ce qui à deux est déjà difficile, à 27 encore plus. Mais c'est en tout cas le souhait que je formule. Communiquer, se mettre d'accord, parler avec une voix unique, ça c'est important. Monsieur Mogis, Monsieur Moisy, merci beaucoup pour cette discussion. Il est très important de continuer le dialogue, comme vous avez dit. La Chambre franco-allemande œuvre pour entretenir le dialogue franco-allemand et pourquoi aussi soutenir le dialogue européen-américain. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Aussi, merci à tous les participants et j'espère de vous revoir bientôt à un nouveau webinaire et espérons que ça va être possible bientôt en présentiel. Bonne journée, au revoir et auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Dominique pour cette